Et c'est le moment du panel politique avec Hélène Buzetti, Michel David et Chantal Hébert. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 On va d'abord revenir sur la démission de la mairesse de Gatineau, France Bellil, parce que c'était quand même inattendu aujourd'hui. Là. On ne pensait pas qu'elle faisait une annonce pour nous annoncer que c'était effectif dès maintenant, finalement. Elle dénonce, entre autres, un climat toxique, des menaces de mort. Elle a trouvé, bref, son passage en politique très, très difficile. On va l'écouter ensemble. Et c'est crucial, comme je le disais tout à l'heure, qu'un élu exerce son pouvoir à la bonne place et au bon moment. Et pour s'acquitter pleinement de son rôle et de ses pouvoirs et prendre des décisions éclairées au bénéfice des citoyens, il faut un meilleur accompagnement. Alors, quand elle parle de climat hostile, on comprend qu'elle fait pas juste référence aux réseaux sociaux puis la façon dont certaines personnes peuvent l'aborder, là, mais aussi à l'intérieur même de son conseil municipal où il y aurait, on comprend, une lutte de pouvoir. C'est ce qui a fait réagir la ministre André Laforêt, ministre responsable des Affaires municipales. Elle dit, parce que France Bellil l'a interpellée, il faut que Québec en fasse plus. Mais Mme Laforêt répond, notre gouvernement fait sa part pour soutenir les élus dans leurs fonctions. Maintenant, il est important que certains changements s'opèrent de l'intérieur des conseils avec une volonté sincère au bénéfice des citoyens, parce qu'au final, ce sont eux qui en payent le prix. Je vais commencer avec vous, Hélène. Est-ce qu'effectivement, Québec doit en faire plus? Est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Écoutez, je ne sais pas si on est vraiment rendu là. Moi, vous savez, j'habite à Gatineau. J'ai pu observer tout ça d'un peu plus près. Je ne veux pas remettre en question la validité des constats qu'a posés Mme Bellil, mais je pense qu'il est quand même nécessaire d'apporter un important bémol. Ce climat de confrontation dont elle parle, Mme Bellil y a elle aussi beaucoup contribué. Elle est arrivée à la mairie à l'automne 2021 et elle a démontré une assez flagrante incapacité de rassembler. Il faut comprendre qu'il y a une situation particulière, spécifique à Gatineau, c'est-à-dire qu'ici, nous avons un seul parti politique, Action Gatineau. Autrement, tous les gens qui se présentent à l'élection sont des indépendants. Madame Bellil en était une, d'ailleurs. Et notre conseil municipal, eh bien, il est divisé à part égale entre Action Gatineau et les indépendants. En fait, il y a un petit peu plus d'indépendants, mais il y en a quelques-uns qui se rangent de l'autre côté. Donc, ça fait souvent des blocages à 50-50. Et dans ce contexte-là, Mme Bellil a été incapable de naviguer, d'agir en leader qui pourrait peut-être rassembler ou susciter l'adhésion à des projets. Il est arrivé très souvent qu'elle a pris à partie le parti d'opposition. Elle l'a traité, par exemple, de noyauté par la gauche dogmatique. C'est quand même pas très sympathique. Et l'automne dernier encore, elle accusait le chef de l'opposition d'avoir, en quelque sorte, vendu son vote parce que dans un projet immobilier, il voulait voir plus de logements sociaux. Il a discuté avec le promoteur. Il a finalement obtenu les logements sociaux et donc a décidé d'appuyer le projet qu'au départ, il rejetait. Et Mme Bellil a dit de lui qu'il avait en quelque sorte vendu son vote, mais elle n'a pas pour autant déposé de plainte à la commission municipale du Québec qui aurait pu trancher la question. Alors, vous voyez, c'est quand même des attitudes qui ne sont pas susceptibles d'apaiser les tensions. Alors, je ne remets pas en question son constat, mais il faut quand même prendre en compte du fait qu'elle a participé à ce climat. Donc, c'est peut-être pas symptomatique de ce qui se passe ailleurs au Québec, là. C'est un peu ça que vous nous dites. Moi, je fais pas nécessairement de lien, non. Je pense que c'est propre à ce qui se passe ici à Gatineau. Chantal, de votre côté, est-ce qu'il y a quand même une espèce de constat à faire sur la situation des élus municipaux? Parce que quand même, depuis 2021, il y en a presque 800 là, qui ont démissionné, conseillers, maires, etc. Oui, et c'est pas un phénomène qui est exclusif au Québec. Le fait est qu'il y a une certaine, pour utiliser un mot poli, libération de la parole qui fait qu'on se dit de plus en plus, non seulement via l'anonymat des médias sociaux, mais directement, là, à visage découvert, des énormités. C'est très, très difficile d'arriver à des consensus quand les gens se traitent personnellement et sur des sujets, là, sur de la façon dont Hélène décrit. Et ce qu'elle décrit, c'est pas une situation exceptionnelle. Pendant qu'on se parle, je vais vous donner un exemple. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, se chicane comme dans une cour d'école et lance toutes sortes d'accusations contre le chef du Bloc québécois. Je viens de lire un article qui vient de Calgary où l'ancien maire a été décrit par un adversaire politique, Naïd Nenshi, qui pense à se présenter pour le NPD, comme une personne grotesque.
Alors là, le ton, on n'est plus en train de parler d'administrés qui envoient des messages pas gentils. On est en train de parler d'un nivellement vers le bas de la conversation politique. Et évidemment, ça va donner des clivages comme ceux auxquels on a assisté au sein de ce conseil municipal-là. Il y a une situation aujourd'hui sur laquelle j'ai lu quelques lignes au conseil municipal de la Ville de Québec. Alors oui, je suis d'accord avec Hélène, c'est une situation qui a ses particularités, mais d'autre part, il se passe entre élus quelque chose qui est malsain. Michel, il y a peut-être un phénomène d'amplification aussi avec les réseaux sociaux, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux de cette façon-là. Oui, c'est évident que les médias sociaux, ils sont pour quelque chose. Surtout, je vous dirais, dans les municipalités un peu, les grosses municipalités. Dans les petites municipalités, le harcèlement ou l'intimidation directe est plus fréquente que dans les grandes municipalités. Puis c'est un phénomène qui est bien documenté, là. Il y a eu une étude qui a été réalisée par une professeure de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis qui a rédigé un rapport commandé par la ministre des Affaires municipales, qui l'avait reçu, je pense, en 2022, et où le phénomène était très bien documenté. Et on lit là-dedans des choses qu'on croirait, Mme Bellil, il y en a qui parlaient d'un enfer, d'un cauchemar. Enfin, la vie était très difficile à vivre dans beaucoup d'endroits. Et les recours, et c'est ça qui est le problème, c'est que les recours ne sont pas évidents. Le ministère et les unions municipales ont toutes sortes de programmes de formation, font des campagnes de sensibilisation, etc. Mais quand arrivent des cas, là, parce que c'est bien beau de sensibiliser les gens, mais ça ne convainc pas tout le monde de toute évidence, et il y a des élus municipaux qui sont aux prises avec des cas de harcèlement, d'agression qui sont difficiles à vivre, et ils ne savent pas trop quoi faire. Et quand ils s'adressent, et c'est ça que je trouve intéressant dans le rapport, quand ils s'adressent, par exemple, à la commission municipale ou au ministère, ils ont l'impression que c'est presque eux autres les coupables, que si ça va mal, là, c'est de leur faute. Et ils se font dire très souvent, bien, écoutez, la politique, là, si vous n'êtes pas capable de vivre avec ça, là, bien, vous avez juste à pas en faire. Et c'est vrai que c'est un métier difficile, mais il n'y a personne là, qui est obligé de se faire insulter ou agresser. Alors, il y a un phénomène qui va au-delà, d'ailleurs, des municipalités. Il y a un phénomène de société. L'agressivité, on la voit augmenter, que ce soit au volant ou dans les magasins, etc., mais qui se cristallise, disons, dans le débat politique, et en particulier dans les municipalités, qu'aucun programme ne peut contrer. Il va falloir que la société elle-même, réalise que si elle veut avoir des dirigeants, il va falloir qu'elle leur donne une chance. C'est ça, Mme Bellil parlait. C'est qu'avant, quand un élu, mettons, ou une personne connue se livrait à ce genre de discours-là, il y avait une pénalité pour ça. Il y avait un backlash et généralement, cette personne-là reculait. Mais Donald Trump a présidé à une normalisation des injures. Et même les gens qui disent ça n'a pas de bon sens, le genre de discours qu'il se permet ou que des gens comme lui se permettent, on en est arrivé à s'habituer à entendre ce genre de choses, ce qui fait que d'une fois à l'autre, on pousse moins fort pour dire ça n'a pas de bon sens, parce qu'on se dit c'est comme ça, et il y a une espèce d'impuissance collective vis-à-vis de ce qui est en train de se produire au niveau du discours. Oui, puis Mme Bellil parlait peut-être de nécessité de formation en tout genre pour guider les élus, mais ça va au-delà de ça, de ce que j'entends de vous trois. On pourrait peut-être parler aussi de l'autre sujet, parce que je suis convaincue que vous avez pas mal de choses à dire là-dessus. En fait, les places en CPE doivent être données en priorité aux citoyens québécois, selon François Legault, et pas aux enfants des demandeurs d'asile, même s'ils détiennent un permis de travail. Le gouvernement du Québec est même prêt à se rendre en Cour suprême après qu'un jugement d'appel a tranché et a dit que ce serait discriminatoire de priver les migrants de ce droit-là. Je veux vous faire entendre d'abord la réaction à cette déclaration de Pablo Rodriguez. On va écouter aussi François Legault. Et quand je lis que Québec est prêt à aller jusqu'en Cour suprême pour empêcher des enfants de fréquenter des CPE, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous, là. Et quand tu fais deux catégories d'enfants, ceux qui ont le droit puis ceux qui n'ont pas le droit, j'ai un profond malaise. Mais quand il y en a des places de disponibles,
c'est parfait. Là, on souhaite offrir tous les services, éducation, santé, aide sociale, garderie. Mais actuellement, là, tout le monde le sait, il manque malheureusement de place. On est en train de réduire. Il nous en manque à peu près 37 000 places pour bien servir les Québécois qui sont citoyens. Son gouvernement a ajouté qu'il faudrait en créer 5 000 places supplémentaires juste pour répondre aux demandes des demandeurs d'asile. Alors, Michel, est-ce qu'il a raison, François Legault, de dire qu'il faut donner la priorité à des citoyens qui attendent déjà depuis longtemps? Bien, écoutez, ces gens-là, ils sont ici. Peut-être qu'ils ne devraient pas être ici. On trouve qu'il y en a trop, mais ils sont ici et ils ont des enfants. Ils ont un permis de travail. Et si on veut les faire travailler, bien, la meilleure façon, c'est de les libérer. Je trouve que M. Legault a tort. Je suis d'accord avec M. Rodriguez. Et même, je trouve qu'il y a quelque chose de lâche là, à s'en prendre à ceux qui sont les plus démunis. Parmi les démunis, là, les enfants, ça ne passera pas, là, cette histoire-là. Je pense que M. Legault, là, il faudrait voir un peu s'il y a manque de place en garderie. C'est beaucoup parce que la CAQ n'a pas tenu les promesses qu'elle avait fait depuis 2018. Non, je pense que M. Legault a tort. Hélène, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que M. Legault, au contraire, fait le pari que ça va bien passer parce que, oui, on parle des places, des enfants qui sont sur les listes d'attente d'à peu près 30 000, mais on oublie qu'il y a aussi à peu près 65 000 enfants, selon en tout cas le tableau de bord du Québec en date du 31 décembre, 65 000 enfants qui sont dans des garderies qui sont non subventionnées et qui, eux, doivent, enfin, leurs parents doivent payer le 40-50 $ par jour. Donc, ça fait un gros paquet de personnes qui n'ont pas de place subventionnée. Alors, quand M. Rodriguez dit c'est indigne de créer 2 catégories d'enfants, il y a déjà 2 catégories d'enfants. Il y a ceux qui ont la chance d'accéder au CPE et ceux qui n'y ont pas eu droit parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place et qui se sont rabattus sur le système privé. Et il y a l'autre chiffre, je pense, qui fait partie de l'équation, c'est le taux d'acceptation des réfugiés. Ça varie évidemment d'une année à l'autre, mais en moyenne, c'est toujours un peu en bas de 60 %. Donc, il y a à peu près 40 % ou parfois même jusqu'à 50 qui sont refusés. Alors, je pense que M. Legault table sur le fait que des gens vont se dire que c'est pas normal de donner une place subventionnée à des gens qui, en bout de piste, feront peut-être se faire dire qu'ils n'ont même pas le droit d'être ici. Peut-être, mais en même temps, si on veut les intégrer, Chantal, il faut leur donner la chance d'aller travailler, sortir de la maison, donc faire garder leurs enfants. Bon, d'abord, je n'ai pas conscience qu'il y a eu une voie rapide qui fait que les enfants des demandeurs d'asile, tout à coup, se retrouvent en haut de la liste des gens qui attendent pour des places. Donc, non, en effet, ont des places, il n'y a pas de... Effectivement, vous avez raison là-dessus. Ils étaient dans la liste et que c'était leur tour d'obtenir une place. Deuxièmement, l'idée que quelqu'un qui paie des impôts au Québec, parce que quand on travaille, on paie des impôts, n'aurait pas les mêmes droits aux mêmes services publics que d'autres qui paient des impôts au Québec, c'est difficile à faire passer. Et troisièmement, M. Legault peut toujours espérer que ça passe bien. Cela dit, c'est pas fait son affaire, parce que la Cour d'appel a parlé. Et tout à coup, dans l'état de droit dans lequel M. Legault se trouve, ce serait le gouvernement fédéral qui nomme les juges et donc qui fait les choix à la place du gouvernement du Québec. C'est quand même particulier. Mais la Cour d'appel ne va pas nécessairement suspendre l'application de cette décision en attendant que la Cour suprême se prononce. Et c'est loin d'être certain que la Cour suprême va dire « la Cour d'appel s'est trompée ». Et François Legault a raison. Alors, quelque part, ça me semble une décision mesquine d'une part, mal avisée d'autre part, et qui remet en cause des principes. Si je paie des impôts, quand je suis arrivé de l'Ontario, moi, j'ai commencé à payer des impôts au Québec. Est-ce que mes enfants auraient dû avoir droit à moins que quelqu'un d'autre à côté de moi qui payait les mêmes impôts? Ou si c'était ça la règle, je paye mes impôts, j'ai droit au service public? Là, les partis d'opposition sont contre la décision aussi du gouvernement Legault d'aller en appel, incluant le Parti québécois. Puis vous allez voir que ça a pris une tournure partisane. Ce matin, le chef du Parti québécois vient dire qu'il ne supporte pas le gouvernement du Québec. Donc, il fait plus confiance à une cour fédérale pour décider si le gouvernement du Québec doit ou non offrir des services de garde subventionnés.
c'est une tentative déplorable de changer le sujet pour des décisions qui est à lui. Je suis celui qui prône l'indépendance du Québec pour qu'on soit dans notre propre système de justice et pas soumis. Et il est celui qui prône le fédéralisme et qui se soumet à la Cour suprême du Canada. Il a mal planifié, il n'a pas augmenté notre capacité d'accueil et c'est trop facile pour lui de sauter dans le débat identitaire, de faire de la surenchère avec le Parti québécois, puis d'essayer de nous faire croire qu'au Québec, on est au bord d'une crise humanitaire et qu'il y a une menace identitaire. Ah oui, Chantal, parce qu'il ne s'en prend pas à Ottawa, François Legault, mais au Parti québécois. Oui, c'est un calcul intéressant. Cela dit, M. Legault dit qu'il va aller jusqu'en Cour suprême pour avoir raison. Mauvaise nouvelle, hein? Les juges de la Cour suprême sont aussi nommés par le gouvernement fédéral. Alors, quelque part, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés avec toute la logique de l'exercice. Hélène, ça survient en plus après qu'il ait dit à quoi ça sert le Bloc. T'sais. On dirait que cette semaine, il y a une thématique. Là. Ben oui, je pense, c'est justement là où je m'en allais, Véronique. Je pense que ça participe d'un désir de saper la légitimité du PQ qui lui a ravi la première place. Alors, je pense que c'est plus ça qui est en jeu quand M. Legault s'est attaqué au Bloc, qu'est-ce que ça donne, en d'autres termes. Et je pense que c'était plus une déclaration qui devait être comprise dans le contexte de la politique provinciale plutôt que fédérale. C'était une façon de noircir le parti frère du Parti québécois, plus que de noircir le Bloc québécois comme tel, parce que objectivement, à Ottawa, le Bloc québécois s'est fait le porteur des demandes du gouvernement Legault, parfois même très docilement. Là. Je pense par exemple à la question des étudiants étrangers. À un moment donné, quand cette idée s'est instaurée qu'il fallait peut-être en plafonner le nombre pour une raison un peu distincte, Québec a dit non, on veut pas ça. Et donc, le Bloc québécois, tout d'un coup, a dit non, il fallait pas faire ça, que c'était une très mauvaise idée, alors que presque tout le reste du Canada était d'accord. Donc, ça place en plus M. Legault dans une drôle de position. Il n'aime pas M. Trudeau, visiblement. Il trouve M. Singh beaucoup trop interventionniste à cause des assurances dentaires, des assurances médicaments. Le Bloc, ça donne rien. Est-ce qu'il est en train de nous annoncer que c'est vers Pierre Poilievre qu'il aimerait se tourner? On n'en est pas là, mais ça le place dans une situation, je pense, qui pourrait devenir inconfortable. Mais en même temps, Michel, s'il s'en prend trop à Ottawa puis qu'il dénonce trop Ottawa, il donne du gaz au Parti québécois. Bien, c'est toujours le problème. Là. Si M. Legault n'ose pas, dans le fond, soit rouvrir l'entente, ce qu'il pourrait faire sur l'immigration pour aller réclamer des choses, c'est parce qu'il se dit, puis c'est toujours la même chose, si je me fais dire non, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Là, je vais être pris dans une fuite en avant, puis j'ai pas le goût de me lancer là-dedans. Alors, il tergiverse, il n'ose pas demander, il fait ça par médias. Là c'était tellement intéressant de voir aujourd'hui, par exemple, la ministre dit, bon, mais moi, je voudrais m'asseoir à table avec Ottawa. Alors, à Ottawa, on dit, ben oui, mais la table est là. Et là, la ministre a dit, non, la table n'existe pas. Alors là, à un moment donné, là, ils veulent-tu vraiment se parler ou ils font semblant de vouloir se parler? C'est assez intéressant à suivre. Ceci dit, je trouve que M. Legault fait un mauvais procès au PQ là-dessus. M. Saint-Pierre Plamondon, il dit pas, je suis d'accord avec la Cour, puis je vais me plier à la Cour. Puis non, il dit, c'est pas une bonne décision, indépendamment de la Cour. Alors, c'est pas parce qu'il est à plat ventre devant Ottawa que M. Saint-Pierre Plamondon va dans le même sens que la Cour. Quant aux libéraux, bien, écoutez, c'est le gouvernement Couillard qui, le premier, a décidé d'exclure les enfants des demandeurs d'asile des garderies. Je comprends qu'il y a beaucoup de changements. Là, on va voir ce que M. Coderre en dit. Mais le Parti libéral, faut en prendre et en laisser beaucoup. Oui, puis je rappelle que Québec a demandé 1 milliard de dollars pour l'accueil des demandeurs d'asile. Ottawa dit on vous donne déjà de l'argent, on vous en transfère 700 millions par année dans le cadre de l'accord Québec-Canada. Chantal, le Québec solidaire suggère aussi de renégocier ça. Là. Le chèque n'est pas à la poste. Ça, c'est certain. On a déjà entendu le gouvernement fédéral, par la voix de Pablo Rodriguez, entre autres, dire c'est pas une facture, c'est pas un dû, c'est une demande. Premièrement. Deuxièmement, petit à côté sur M. Legault et ses interrogations sur le Bloc, il vient de se gagner une place toute spéciale dans la publicité électorale du Parti conservateur aux prochaines élections. Vous allez l'entendre. Je ne sais pas si c'était son but de devenir la nouvelle vedette du Parti conservateur au Québec, mais c'est fait. Ça tombe mal.
Selon Léger, seulement 20 des électeurs de la CAQ sont sympathiques au Parti conservateur fédéral, 31 pour le Bloc, 40 quelques % pour les libéraux de Justin Trudeau. Mais sur le fond, Michel parle d'ouvrir cette entente sur l'immigration. Bon, d'abord, l'entente est faite pour qu'elle ne puisse pas être ouverte facilement par exemple, un gouvernement fédéral qui la trouverait trop généreuse. Donc, il faut que les deux gouvernements disent oui. Mais ensuite, avant de l'ouvrir, sans garantie de résultat, il faut se souvenir que c'est probablement l'entente fédérale provinciale la plus généreuse qui existe en ce moment, dans la mesure où elle garantit au Québec tous les ans une somme d'argent pour la francisation, sans égard à l'arrivée d'immigrants cette année-là. Et il y a une clause qui dit que la somme de l'année passée ne peut pas, de cette année ne peut pas être plus basse que celle de l'année précédente. En clair, on peut réduire les seuils d'immigration, mais l'argent d'Ottawa va continuer d'augmenter. Alors, aller renégocier quand certaines des conditions de l'entente sont aussi uniques qu'en leur genre, c'est un pensée bien. Oui, puis quand on rouvre une entente, il faut être prêt aussi à faire des concessions parce que c'est le principe de la négociation. Là. Merci beaucoup à vous trois, Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.